Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure dédié à la pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Et le cofondateur du Café de la Bourse, Louis Yang, est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, comme une fois par mois, pour un thème pédagogique d'éducation boursière et financière, on va le dire comme ça. Louis, avec super sujet que vous nous apportez comme à chaque fois. Comment, en tant qu'investisseur boursier particulier, suivre au mieux la macroéconomie. On va détailler avec vous un certain nombre d'indicateurs qui permettent de suivre la macroéconomie, le rythme d'activité économique dans les zones géographiques sur lesquelles on intervient. Mais la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut suivre les publications économiques quand on est investisseur boursier ? En fait, la macroéconomie, les annonces des chiffres économiques, c'est un peu les annonces des résultats des entreprises, mais à l'échelle d'un pays ou d'une zone géographique. Donc, évidemment, ce sont des chiffres qui sont connus comme le chiffre du PIB, du chômage, la balance commerciale, les indicateurs de confiance, que ce soit d'entreprise ou de consommateurs. Mais ces chiffres-là, ils sont importants d'être suivis parce que si on s'intéresse qu'à la microéconomie, on va rater les tendances lourdes, puisque ces tendances-là, ça va avoir un impact direct sur les marchés financiers, que ce soit en bourse, mais également sur le marché obligataire, sur le marché de devises. Donc, pour ces raisons-là, ce sont des annonces importantes à suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'impact que ces publications statistiques économiques peuvent avoir sur l'évolution, le cours des marchés financiers et les cours de bourse ? Alors, ça va dépendre des annonces. En fait, il peut y avoir des impacts très forts à court terme s'il y a un effet de surprise. Parce que sur les marchés boursiers, ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment la surprise. Donc, au-delà d'un chiffre qui soit bon ou mauvais, ça peut avoir un impact évidemment, mais ce qui va vraiment faire créer de la volatilité sur les marchés, à la hausse ou à la baisse, ça va être une surprise qui n'est pas attendue en fait par les opérateurs de marché. Et donc ça, c'est vraiment l'impact à court terme. Et après, effectivement, à moyen long terme, lorsqu'on aura un peu digéré le chiffre ou les chiffres, à ce moment-là, ça va permettre de driver un bear market ou justement une tendance plus positive en fonction du chiffre, s'il est bon ou mauvais. Oui. Il faut le rappeler, dans la vie des marchés, tout est question de relativité. Il n'y a ni bonne ni mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle par rapport à ce qu'on attend ou une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on attend. Mais ce n'est pas en absolu qu'il faut réfléchir. Exactement. Ouais. Comment ça se passe concrètement, justement ? C'est-à-dire, comment on est capable d'évaluer si le chiffre publié est une bonne ou une mauvaise surprise, par exemple ? Bon, on va prendre un exemple. Je pense que là, on est dans une semaine où il y a quand même de grosses annonces. Ouais. Donc, si on prend l'inflation aux États-Unis, qui est quand même un chiffre fortement suivi actuellement, en fait, on va prendre trois critères. En fait, on va prendre trois chiffres. On va prendre effectivement le chiffre précédent, le consensus, donc c'est-à-dire le chiffre qu'on attend, et puis après le chiffre réel qui est annoncé. Si on prend l'inflation aux États-Unis, le précédent chiffre c'était 7,7% d'inflation. On s'attendait à une baisse à 7,3%. Si l'annonce était de 7,3%, on dit que en fait finalement c'était pricé dans les marchés. Donc ça veut dire que normalement ça va pas trop bouger. L'impact sera pas énorme. En revanche, si le chiffre annoncé est par exemple à 7,9%, à ce moment-là, on va avoir une double mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le chiffre est mauvais, puisqu'il y a une augmentation de l'inflation, et en plus, le chiffre ne correspond pas au consensus, qui s'attendait à une baisse. Et donc là, évidemment, sur les marchés, généralement, on risque d'avoir une forte volatilité baissière. Et le dernier cas, et c'est le cas qui s'est présenté ce mardi, c'est que en fait, le chiffre a été annoncé de l'inflation américaine à 7,1%. Ouais. C'est-à-dire que ça a baissé, donc en soi, c'est un bon chiffre, mais en plus, par rapport au consensus, c'est plus bas. Ça a baissé plus que prévu. Exactement. Et du coup, on l'a vu sur les principaux marchés mondiaux, les indices boursiers ont été en forte hausse ce mardi. Petite parenthèse autour du consensus, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans les marchés. C'est quoi ce consensus ? Qui forme ce consensus ? Où est-ce qu'on trouve le consensus justement de ces chiffres économiques, Louis ? Alors en fait, on le trouve sur différents sites financiers. On peut le trouver sur des sites anglo-saxons ou des sites français. Et en fait, ce consensus, c'est, si vous voulez, une moyenne des attentes des différents opérateurs de marché. Et donc, du coup, c'est un chiffre qui sert un peu de référent
par rapport à justement les attentes des marchés financiers. Et donc ça, c'est disponible dans en fait, on a des calendriers économiques qui sont disponibles. Et sur ces calendriers économiques, on va avoir en fait les dates d'annonce et le dernier chiffre et le consensus des chiffres qu'on attend. Tous les chiffres n'ont pas la même importance. Il y a des chiffres qui sont d'ailleurs des reflets de tendances de très long terme. Il y a des chiffres qui sont beaucoup plus volatiles. Et il y a surtout beaucoup de chiffres qui sont publiés tous les jours sur les marchés financiers. Parfois plusieurs dizaines de statistiques publiées par pays chaque jour dans le monde des marchés financiers. Comment on fait le tri? Quels sont les chiffres économiques importants à suivre pour un investisseur boursier particulier? Oui, c'est un bon point. Parce qu'effectivement, si on veut tout suivre et qu'on n'a pas une approche rigoureuse, on va tout de suite être noyé par l'information. Ce qui est clair, c'est que c'est quand même les chiffres américains qui sont les plus suivis, que ce soit par les traders ou les investisseurs. Donc c'est ça qui va avoir principalement un impact sur les marchés mondiaux. Même si j'investis en Europe ou en France, je dois m'intéresser aux chiffres américains. En priorité. Donc, si on prend un exemple, par exemple, le chiffre de l'emploi aux États-Unis qui est annoncé tous les premiers vendredis de chaque mois, ça, c'est les fameux non-farm payroll. Ça, c'est un rendez-vous qui est incontournable parce que ça drive des tendances sur les marchés boursiers aux États-Unis, mais également en Europe. Donc, ça, typiquement, c'est un chiffre qu'il faut suivre. Ouais, ça fait partie des chiffres les plus importants dans le monde financier. Les NFP, effectivement, l'emploi américain, chaque premier vendredi du mois. Je précise au passage que beaucoup des statistiques économiques dont on parle ont plusieurs niveaux de publication. Il y a parfois des indices préliminaires ou des estimations flash. On l'a pour le PIB, on l'a pour des enquêtes d'activité. Les chiffres de non-farm payrolls, comme vous dites, sont des chiffres qui sont soumis à révision ultérieure. Mais souvent, la première estimation, la première publication est celle qui peut avoir le plus d'impact sur les marchés. Tout à fait, oui. C'est vrai, c'est un bon point. Il y a différents chiffres qui vont généralement être annoncés deux fois. C'est-à-dire qu'il y a une première estimation et après, il y a une révision 1 à 2 semaines plus tard. Et effectivement, c'est généralement la première annonce qui va avoir l'impact le plus fort sur les marchés. Quels sont les chiffres économiques à suivre dans l'environnement actuel, plus précisément encore, Louis? Je pense qu'actuellement, l'inflation, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, c'est incontournable. C'est vrai depuis le début ça a drivé toute cette année. Donc ça continue à l'être. Les annonces des banques centrales, du coup, c'est pour ça que je disais que cette semaine a été chargée en annonces macroéconomiques. Les annonces de la Fed et de la BCE par rapport au taux. Là, si on prend cet exemple aussi concret, c'est un petit peu différent. Par exemple, sur la BCE, on a eu le chiffre qu'on attendait et pourtant les marchés ont dévissé parce que en fait, il y a le chiffre, mais il y a aussi l'annonce autour du chiffre. Et du coup, le discours de Christine Lagarde, parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure sur les marchés financiers, on est vraiment dans l'anticipation. Donc, on anticipait peut-être déjà un ralentissement de la hausse des taux. Apparemment, voilà, ça a été annoncé différemment par Christine Lagarde, et du coup, ça a refroidi les marchés. Donc, du coup, effectivement, ces chiffres économiques, c'est aussi lié à des annonces qu'il faut suivre et qui ont un impact. On l'a vu vraiment sur les indices boursiers. Ah oui, ça a été une semaine violente de ce point de vue. Oui, typiquement, si on prend le cas de la BCE. Pas de surprise à ce que la BCE ait délivré une hausse de taux de 50 points de base cette semaine. En revanche, surprise des opérateurs de marché quand Christine Lagarde nous dit explicitement que la prochaine hausse sera encore de 50 points de base en février et peut-être encore celle d'après au mois de mars de 50 points de base et peut-être encore celle du meeting suivant le meeting du mois de mars. C'est là où il y a eu un effet de surprise, un effet de choc chez les opérateurs. Oui, tout à fait. Surtout que je pense que l'autre chiffre qu'on suit et qu'on va beaucoup suivre l'année prochaine, c'est le chiffre du PIB. Parce qu'effectivement, cette hausse des taux, ça freine l'inflation, mais il y a aussi la récession dont on entend beaucoup parler et qui va très probablement arriver. Et donc, du coup, il va falloir arbitrer en fait, entre cette hausse des taux et la gestion de cette éventuelle récession et de la durée de la récession.
Je précise avec vous pour finir, Louis, qu'il y a deux types de données statistiques. Il y a les données dures et les données soft, comme on dit, molles, je ne sais pas comment le traduire en français. Mais voilà, le PIB, typiquement, est une donnée dure. Hein, c'est quand même un chiffre matériel qui repose sur des données économiques dures, la consommation, l'investissement, etc. Ces chiffres peuvent être extrapolés, mais ce sont quand même des données dures. Et puis à l'inverse, il y a des enquêtes qui sont des enquêtes de sentiment réalisées auprès des consommateurs, auprès des dirigeants d'entreprise, des directeurs d'achat, notamment les fameuses enquêtes PMI, qui sont souvent des indicateurs avancés. Mais attention, on voit que les PMI sont très dégradés. Pour autant, jusqu'à présent, les chiffres de PIB restent positifs. Donc on peut avoir aussi des divergences comme ça entre différents types de données qu'il faut suivre sur les marchés. Exactement, c'est ce que je disais en préambule, les sentiments des consommateurs. Donc il y a l'indice aux États-Unis, encore une fois l'indice de l'Université du Michigan qu'il faut suivre, qui justement va prendre le pouls du sentiment des consommateurs sur les perspectives qu'ils ont par rapport à leurs finances et par rapport à l'économie d'une manière générale. Et c'est vrai que du coup, ces données soft sont souvent avant-coureurs de données réelles qui vont sortir un petit peu plus tard. Oui, marché dans l'anticipation, c'est la fonction d'anticipation des marchés qui compte. Merci beaucoup Louis de nous avoir éclairé effectivement sur ce monde des statistiques économiques, et elles sont très nombreuses sur les marchés. Voilà, ne cherchez pas à toutes les suivre, mais fixez-vous quelques statistiques importantes. On en a cité quelques-unes, il y en a d'autres évidemment, mais voilà, et ces chiffres-là sont à suivre parce qu'ils ont un impact évidemment sur l'évolution des cours de bourse et des marchés financiers dans leur ensemble. Louis Yang avec nous chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart, le cofondateur du Café de la Bourse était avec nous en plateau ce soir.